Bonjour. Alors, nous ne sommes pas vraiment réunis, mais compte tenu de la situation sanitaire, vous savez que les cours doivent être réalisés par des moyens virtuels. Et donc, aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble, si on peut dire, le cours du jeudi 12 mars sur le thème de la mucoviscidose. Alors, il s'agit d'une première en termes de mode de présentation, pour moi en tout cas. Et donc, vous avez lu et vous savez que vous regardez en fait cette vidéo sur une chaîne YouTube en mode privé que j'ai créée dans le cadre de cette urgence sanitaire. Vous avez le lien donc que vous recevez par message dans vos boîtes et je vous demande de ne pas le diffuser. Il s'agit de cours et donc nous sommes dans une modalité d'enseignement universitaire et non pas de diffusion médiatique d'une information. Alors la mucoviscidose est une maladie autosomique récessive, c'est une maladie relativement fréquente dans le cadre des maladies génétiques. Donc de ce fait, elle reste une maladie médiatique et également une maladie fortement soutenue par beaucoup d'associations. Vaincre la mucoviscidose, dont vous avez une des affiches de communication, mais également l'association Grégory Le Marchal, dont vous avez sûrement entendu parler, et qui agit beaucoup pour trouver les moyens de la lutte contre cette maladie en termes de prise en charge clinique, mais également en termes de recherche essentiellement thérapeutique. Alors, comme je le disais précédemment, c'est une maladie qui est relativement peu rare, avec une très forte variation de l'incidence régionale. En France, on estime qu'environ 200 enfants naissent chaque année avec la mucoviscidose, ce qui représenterait une moyenne d'environ 1 sur 4000 à 4500 nouveau-nés. Mais il existe très clairement une forte disparité régionale, dont vous savez déjà qu'elle est probablement liée à l'effet de mutations fondatrices, d'effets fondateurs, notamment dans la région Bretagne, les pays celtes, avec une fréquence qui peut descendre, on va dire, jusqu'à 1 sur 2500. Dans les régions du sud, cette fréquence va fortement diminuer. Les populations européennes vont être plus fréquemment concernées que celles d'origine africaine ou asiatique, mais il faut mettre un petit bémol sur cette notion, car dans certains pays qu'on appelle très défavorisés, la mortalité infantile et l'existence de pathologies infectieuses associées qui entraînent une mortalité et morbidité précoce fait que il existe probablement une très grande sous-estimation du diagnostic, également d'ailleurs pour des raisons technologiques, c'est-à-dire de moyens de diagnostic, tant en termes génétiques que de bilan clinique et paraclinique. C'est une maladie récessive, donc vous connaissez les modalités de transmission. Le gène majeur de prédisposition, et il n'en existe visiblement qu'un de majeur, est le gène CFTR, signifiant en anglais Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator, qui est un transporteur essentiel de l'ion chlore, présent au niveau du chromosome 7. Ce gène est fortement impliqué dans la communication ionique au niveau des membranes des cellules épithéliales, et elle entraîne bien sûr des pathologies complexes, essentiellement respiratoires, comme vous le savez. Donc la maladie peut être transmise par un couple sain, père et mère en bonne santé, mais avec l'augmentation de l'espérance de vie des patients, eh bien, cette transmission peut se faire maintenant par éventuellement un couple où l'un des patients est porteur homozygote de deux variants, avec une expression clinique plus ou moins importante, comme nous le verrons dans quelques minutes. Alors, c'est un gène qui est extrêmement exploré, compte tenu
des analyses et de la mise en place de réseaux d'analyse au niveau national, avec plus de 2000 altérations différentes, de mutations différentes du gène qui ont été identifiées. Mais vous savez, parce qu'elle est médiatisée, cette mutation delta F508 est fréquente, elle est présente chez 50 à 70% des malades en fonction des régions sous forme hétérozygote, et on estime que la moitié des patients atteints de mucoviscidose auraient une présence homozygote de la mutation delta F508. Alors vous voyez ci-dessous l'atteinte pulmonaire essentiellement liée à une hypersécrétion de mucus qui empêche une bonne élimination de l'ensemble des agents contaminants, et cette accumulation en quelque sorte de mucus est visible par des techniques immunohistochimiques comme cela est montré dans la présentation qui est sur cette diapositive. Alors, la mucoviscidose est une maladie relativement fréquente pour une maladie génétique, notamment autosomique récessive. Elle est monogénique, mais son expressivité est très variable. Cela est d'autant plus compréhensible que le gène CFTR code une protéine aux fonctions relativement pléiotropes en termes de canal ionique, régulant le transfert du chlore à travers la membrane apicale des cellules épithéliales, mais également du bicarbonate, des ions HCO3-, mais ce gène code aussi une protéine qui régule probablement le transfert des ions sodium Na+, à travers cette membrane. Alors, la maladie va se traduire par une expression très variable, avec des formes classiques. Au devant de la scène, bien sûr, l'atteinte obstructive pulmonaire, compte tenu de l'accumulation de mucus, avec des infections bactériennes chroniques, mais également à tous les niveaux de la sphère épithéliale, des atteintes de sinusite chronique, une insuffisance pancréatique, la possibilité d'un diabète lié à cette atteinte par hypersécrétion de mucus des canaux de Wirsung qui peuvent engorger le pancréas et en quelque sorte induire une atteinte exocrine du pancréas avec une diminution de la production d'insuline. Au niveau intestinal, la maladie peut se déclarer dans environ 15 à 20% des cas par l'accumulation de mucus dans l'intestin au niveau de l'enfant, c'est-à-dire en post-natal avec ce qu'on appelle l'ileus méconial qui peut induire une occlusion intestinale. De même, dans les sécrétions hépatobiliaires, la maladie peut induire une atteinte hépatique, des atteintes de type cholangite, éventuellement de fibrose. A été découvert également le rôle important du gène CFTR au niveau des gonades, et une des expressions cliniques de la maladie est l'absence de canaux déférents avec une stérilité chez l'homme. Enfin, le test que nous verrons tout à l'heure, qui s'appelle le test à la sueur, montre qu'il y a bien une anomalie de la sécrétion de chlore, avec de très fortes concentrations chlorées dans la sueur, qui peut entraîner, bien sûr, des troubles de déshydratation. À côté de ces expressions, on va dire, classiques de la mucoviscidose, la sinusite chronique, l'insuffisance pancréatique, les pancréatites chroniques, qui peuvent représenter 5 à 20% des situations, les situations également d'atteinte pulmonaire chronique qui n'ont pas un diagnostic initial de mucoviscidose, mais plutôt de bronchopneumopathie chronique obstructive, peuvent être des formes partielles de la mucoviscidose, de même que les stérilités par absence des canaux déférents et tous les troubles ioniques qui peuvent être rencontrés et induire de la déshydratation. Donc un profil clinique extrêmement large, touchant les poumons qui sont normaux à la naissance, avec une atteinte progressive et irréversible des voies respiratoires, le pancréas, donc avec des troubles d'absorption des graisses, des protéines, des vitamines, des risques de carence nutritionnelle et de retard de croissance, les intestins avec des possibilités d'occlusion postnatale par méconium, le foie et la vésicule biliaire,
qui sont atteints par des sécrétions épaisses et entraînant à terme une fibrose hépatique, les organes reproducteurs et bien sûr, comme nous l'avons présenté, les glandes sudoripares avec un risque potentiel de déshydratation, notamment dans des situations par exemple d'élévation importante de la température. Alors, quelle est la structure de la protéine codée par le gène CFTR? C'est un canal chlore, comme il est classiquement admis à la membrane apicale des cellules épithéliales, donc jouant un rôle important dans la sortie du chlore finalement dans la lumière du système alvéolaire. Alors ce canal chlore joue un rôle également bien sûr dans l'intestin, dans la lumière du système intestinal ou de tout autre épithélium avec un système canalaire. Mais le CFTR joue un rôle très important également dans la sécrétion du bicarbonate, HCO3-, dont vous savez qu'il est un élément ionique très important dans la régulation du pH de toutes les sécrétions et du système sanguin d'une manière générale, également du système lymphatique, de tous les fluides finalement de l'organisme. Enfin, CFTR est également responsable de la régulation d'un canal très important qu'on appelle ENaC, qui est un canal ionique de transport du sodium et qui est normalement inhibé donc par CFTR. Donc on voit sur la partie droite la structure tridimensionnelle de la protéine constituée de motifs en hélice, les domaines transmembranaires, 2 fois 6 domaines transmembranaires qu'on appelle MSD1 et MSD2 pour membrane spanning domain, et surmontés par 2 domaines intracellulaires capables de se lier à l'ATP, donc le fournisseur d'énergie, au niveau de régions qu'on appelle les NBD1 et NBD2 pour nucléotide binding domain. Une des particularités de la structure de CFTR est l'existence d'une région régulatrice R qui régule finalement donc la fonction de ce canal. C'est une particularité parce que la protéine CFTR appartient au groupe des protéines ATP transporteurs liées à l'ATP, donc l'énergie de l'ATP est absolument essentielle, et parmi cette famille des ABC transporteurs, elle est une des seules à disposer de cette région régulatrice. Donc sur la partie gauche de la diapositive, on voit qu'en situation normale, le pH est normal dans la lumière du canal épithélial. Tout fonctionne normalement, les transports ioniques se font normalement. En situation de mutation du gène de la mucoviscidose, donc d'un dysfonctionnement de la protéine CFTR, eh bien le pH devient acide, il y a des anomalies de la sécrétion du bicarbonate, et il y a également des anomalies donc de la réabsorption du sodium, de l'excrétion du chlore. Ceci va induire la production, ce que l'on voit dans une image un peu verdâtre, dans les glandes submucosales, de mucus qui va s'accumuler épais et va bien sûr inhiber les sécrétions, entraîner un contexte inflammatoire et donc favorable aux infections chroniques. C'est la base physiopathologique de la mucoviscidose. Alors, un élément très important dans la mucoviscidose est le niveau de la compréhension, je dirais, des corrélations génotype-phénotype qui ont été réalisées en essayant de voir si la position et l'effet des mutations pouvaient être corrélés bien sûr au phénotype, ce qui est fait en général de manière plus ou moins précise, assez approximative, mais toujours importante, mais surtout de la fonction. Et vous voyez ici que les mutations ont pu être divisées en 7 classes. Alors, il faut dire d'emblée que une mutation donnée, qui pourrait être en niveau classe 3 par exemple, peut également avoir des effets de classe 2 ou de classe 4 ou de classe 5. Il s'agit d'une classification globale, approximative,
estimée d'après l'effet potentiel de la mutation sur la fonction ou la structure de la protéine. On voit donc qu'en classe 1, par exemple, c'est l'absence de protéines, ce sont des mutations stop, comme il est montré ici, par exemple GLI 542 stop, et dans lequel, s'il fallait agir en termes thérapeutiques, eh bien, il faudrait, disons, complémenter la protéine qui est absente et produire la protéine in situ. Dans les classes 2, c'est plutôt le trafic intracellulaire vers la membrane de la protéine qui va être affectée, et la mutation princeps F508del ou delta F508 fait partie de ce groupe classe 2, comme d'autres mutations, comme il est décrit ici. Là, les médicaments potentiellement à prévoir sont des médicaments de récupération ou d'augmentation de la potentialité du trafic intracellulaire. Dans la classe 3, on est plus dans la fonction canalaire et une anomalie finalement de la structure du canal ionique, comme le montre l'exemple de ces 3 mutations qui sont toutes les 3 des faux sens. Et si on devait réfléchir en termes thérapeutiques, il faut là augmenter la capacité du canal ionique de transfert des ions chlore, bicarbonate, etc. Dans la classe 4, on est là aussi au niveau du canal ionique, mais il s'agit d'une diminution de la conductance. Il s'agit également de mutations faux sens, et là aussi, les médications à envisager sont des médications de réparation du canal. Dans la classe 5, ce sont des mutations qui peuvent affecter l'épissage. On le voit ici, par exemple, 3272-2, -26 ADONG, ou la stabilité plutôt de l'ARN messager. Il s'agit donc d'une baisse de la production quantitative de la protéine CFTR, et ces anomalies d'épissage un peu complexes qui touchent la production de l'ARN messager doivent être substituées par une correction de l'épissage, éventuellement une complémentation de la protéine. Dans la classe 6, on est véritablement dans l'instabilité de l'ARN messager. Il faut donc envisager des approches thérapeutiques qui augmentent cette stabilité. Et enfin, une classe 7 qui, il faut le dire, est une classe un petit peu, entre guillemets, poubelle, dans lequel la production d'ARN messager est très perturbée. Elles peuvent être des mutations régulatrices, des mutations d'épissage, des larges délétions ou insertions, et qui sont beaucoup plus difficiles à cadrer en termes de réflexion thérapeutique. Ce qu'on voit dans la partie basse de la diapositive, c'est que les mutations qui vont entraîner une incapacité de la fonction du canal ionique ou une absence de production de la protéine vont donner des atteintes classiques de la mucoviscidose multi-organes. Et c'est ce qu'on va retrouver évidemment dans la classe 7 et plus ou moins dans la classe 6. Les mutations qui vont toucher en classe 4 et 5 plutôt la conductance, c'est-à-dire la capacité du canal ionique à transférer les ions, vont entraîner des formes plus modérées, et c'est dans ce cadre qu'on peut voir effectivement des suspicions de mucoviscidose, on va dire diminuée ou découverte de manière tardive dans le cadre, par exemple, de pancréatite chronique, de bronchopneumopathie chronique obstructive, d'anomalies des canaux déférents, donc de stérilité masculine, qui peuvent survenir même de manière sporadique, et il faut savoir que toute maladie génétique peut s'exprimer également dans un cadre sporadique avec des lésions beaucoup plus limitées. Donc c'est un aspect tout à fait intéressant que cette corrélation génotype-phénotype, qui nous permet de mieux comprendre en fait l'expressivité d'une maladie dans un cadre héréditaire classique, ce qu'est la mucoviscidose classique, mais aussi par d'autres anomalies du gène qui peuvent induire des pathologies plus sporadiques, plus communes aussi. La BPCO est une maladie commune, la pancréatite peut être une maladie considérée comme commune, et qui n'ont pas été diagnostiquées de manière évidente comme des mucoviscidoses à expression limitée.
Alors, comme je le disais précédemment, le gène CFTR pourrait être impliqué dans des pathologies plus courantes. Il faut se rendre compte que cette approche à partir de gènes initialement considérés comme des gènes de maladies rares ou relativement rares, dans des maladies beaucoup plus communes et qui concernent évidemment la médecine polyvalente, la médecine de tous les jours, et est une évolution des connaissances très importante. Le gène CFTR pourrait être impliqué dans les pancréatites chroniques, compte tenu de l'effet des anomalies du gène CFTR dans la sécrétion mucosale des canaux pancréatiques, dans les bronchiectasies, ce qu'on appelle également la dilatation des bronches, DDB, dans des formes frustres qui ne sont pas forcément des mucoviscidoses typiques, donc qui peuvent concerner des adultes jeunes ou un peu plus âgés. Le gène CFTR pourrait être impliqué à minima dans des sinusites chroniques sévères, non pas des formes, on va dire, ponctuelles liées à des infections uniques, mais des formes chroniques importantes où les patients souffrent sur des années et des années. Et enfin, le gène CFTR est impliqué également dans l'agénésie bilatérale des canaux déférents, un syndrome qu'on appelle également ABCD, et qui va entraîner bien sûr une stérilité masculine. Cette diapositive est donc importante, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'elle montre bien l'interaction entre l'effet finalement de mutations qu'on considérait comme rares, et CFTR fait partie des gènes dont les mutations sont parmi les plus fréquentes dans les autosomiques récessives, et les pathologies plus courantes qui peuvent diffuser jusqu'à l'âge adulte et être totalement sous-diagnostiquées compte tenu de leur apparence non héréditaire. Très clairement, l'évolution de la prise en charge des patients de manière le plus précoce possible, prise en charge symptomatique, et nous le verrons un petit peu plus loin dans le cadre de thérapies, je dirais, plus ou moins ciblées, enfin ciblant la fonction du gène. Ces évolutions sont une avancée majeure et expliquent en fait que la maladie n'est plus pédiatrique, mais que ces patients peuvent avoir une vie, je dirais, quasi normale, bien sûr avec beaucoup de surveillance et de médicaments, de prise en charge, jusqu'à un âge avancé de la vie. C'est donc très, très important, c'est une véritable révolution. On voit sur la partie en haut et à gauche de la diapositive, depuis la description initiale dans les années 30, l'identification du gène dans les années 80, les différentes découvertes, et notamment la découverte bien sûr des antibiotiques contre différents germes, staphylocoques, pseudomonas, etc., qui ont permis déjà de mieux en mieux traiter les patients sur un plan symptomatique, notamment par rapport aux maladies infectieuses chroniques. Et depuis le début du XXIe siècle, bien sûr, les réflexions de stratégie de thérapie génique qui n'ont pas été directement efficaces, il faut le dire. Toutes les thérapeutiques de substitution, notamment par inhalation de gènes normales à travers des vecteurs viraux, adénovirus, n'ont pas été totalement efficaces, et il y a actuellement d'autres approches dont on dira un mot tout de suite. Le diagnostic précoce est basé aussi sur l'identification des signes cliniques, l'iléus méconial, les anomalies de sécrétion digestive, avec des diarrhées, les infections respiratoires chroniques, l'existence de polypes nasales, d'anomalies du système digestif, les stérilités masculines, notamment par agénésie des canaux déférents, toutes les anomalies ioniques, eh bien toutes ces symptomatologies uniques, on va dire, ces symptômes uniques peuvent être des modes d'entrée finalement dans cette pathologie. Il faut y penser, il ne faut pas systématiquement y mettre le terme de mucoviscidose, mais il faut y penser. Il faut tenir compte également de l'épidémiologie et des foyers à haute
incidence. Certains foyers de haute incidence de la mucoviscidose ont été identifiés en Irlande et en Albanie avec des valeurs importantes, 1 sur 555 par exemple pour l'Albanie, et qui sont liés probablement à des effets fondateurs. On voit donc que toute cette stratégie de prise en charge va probablement moduler la fréquence de la maladie progressivement avec le temps, avec l'impact du diagnostic prénatal, bien sûr, très important, puisque nous le dirons, maintenant il existe une stratégie d'identification postnatale des patients potentiels, et l'impact sur la survie augmentée, c'est-à-dire par les thérapeutiques de prise en charge des patients diagnostiqués comme une mucoviscidose. La carte géographique vous montre ici la répartition relative, ce sont des chiffres qu'il faut manier avec prudence évidemment, de la fréquence de la maladie dans le monde, au moins pour les régions qui ont déclaré des chiffres évidents. On voit par exemple qu'en région Afrique et Nord-Afrique, on n'a pas de données véritables du fait de l'incidence importante de pathologies pédiatriques ou non pédiatriques d'ailleurs, létales, et qui probablement entraînent un sous-diagnostic de la mucoviscidose. En effet, la médiane de survie estimée pour un enfant né en 2020 avec des mutations du gène de la mucoviscidose est estimée à 56 ans. C'est une donnée extrêmement importante et très optimiste qui, depuis un certain nombre d'années, a fait que le diagnostic postnatal, comme cela est fait pour la phénylcétonurie, l'hypothyroïdie, sur un test de Guthrie est rentré maintenant dans la réglementation de nombreux pays, et particulièrement bien sûr en France, débuté en 2002 avec un algorithme unique. Le test est réalisé à J3 après la naissance, au 3e jour. Le test de trypsine immunoréactive qui va doser en fait cette enzyme qui est une forme d'expression finalement potentielle de l'hypersécrétion mucosale. Si ce test est anormal, un consentement parental va être demandé pour la réalisation de l'analyse des mutations les plus fréquentes, une trentaine environ. On dit actuellement 29 mutations. Ce chiffre peut évoluer, bien sûr, en fonction des capacités des laboratoires sur le territoire, à travers un kit unique. Et l'identification d'une mutation, bien sûr, va induire le diagnostic de mucoviscidose et une prise en charge spécifique. En l'absence de mutation, il y aura un contrôle de la trypsine immunoréactive au 21e jour, et dans tous les cas, au 3e ou au 21e jour, si le test est anormal, le test génétique est anormal, eh bien, le patient sera convoqué avec sa famille, ses parents, c'est des enfants bien sûr, dans un centre de référence et de compétences de la mucoviscidose pour réaliser un test qu'on appelle le test de la sueur, TS. Il existe 22 centres en France et toutes ces données vont être intégrées par une association qui travaille sur le handicap des enfants. On voit donc dans l'organigramme sur cette diapositive l'organisation, bien sûr coordonnée par la Haute Autorité de Santé, un comité national de pilotage, la Direction générale de la santé et de l'organisation des soins, la HAS, Haute Autorité de Santé, les ARS régionales, les commissions biologie, épidémiologie, les centres de ressources et de diagnostic donc dans les différentes régions, et un centre national de coordination du dépistage néonatal qui va intégrer l'ensemble de ces données. On voit donc sur la partie droite et en bas de la diapositive que il y aura probablement une influence très importante de cette stratégie de prise en charge dans les années à venir sur la médiane de survie qui est déjà très améliorée. On voit cette courbe évolutive jusqu'aux années 2012-2016. Et comme je le disais en préambule de cette diapositive, une médiane de survie estimée
sur des paramètres statistiques à 56 ans pour un enfant né en 2000. Donc voilà ce qu'est actuellement la prise en charge postnatale universelle, c'est-à-dire imposée, rentrée dans les mœurs pour un enfant qui naît actuellement, et ceci depuis 2002, du diagnostic postnatal immédiat de la mucoviscidose. Les tests génétiques sont donc complémentés par des tests biologiques ou physiologiques, et notamment le test de la trypsine immunoréactive, TIR, qui peut ou non, ce n'est pas le cas en France à ma connaissance, être associé au dosage d'une protéine qu'on appelle PAP, associée à la pancréatite, donc plus spécifique à l'expression pancréatique de la maladie, dans le dépistage systématique. La trypsine immunoréactive, c'est donc un marqueur sanguin d'une atteinte pancréatique. Le dosage se fait dans le cadre du test de Guthrie, qui est donc le test, on va dire, standard postnatal, qui est fait pour la phénylcétonurie, l'hypothyroïdie, à partir d'une goutte de sang déposée sur un buvard lors du 3e jour de vie. Et l'augmentation du taux de trypsine immunoréactive, il faut le savoir, n'est pas spécifique de la mucoviscidose. Et donc, même en utilisant des valeurs limites élevées, la plupart des nouveau-nés qui vont être testés positifs ne seront pas atteints de mucoviscidose. La valeur prédictive positive est basse. On peut l'associer ou non, alors il y a une réflexion actuellement à la Haute Autorité de Santé sur la protéine associée à la pancréatite, synthétisée en grande quantité par le pancréas dès la vie in utero pour des enfants atteints de mucoviscidose. Et normalement, cette protéine n'est pas synthétisée par le pancréas sain. C'est donc un test tout à fait intéressant associé à la trypsine immunoréactive. Alors, l'organigramme, je dirais décisionnel, c'est le dosage de la trypsine immunoréactive au 3e jour. S'il dépasse le seuil, peut être engagée l'analyse des 29 ou la trentaine de mutations les plus fréquentes. Si les mutations sont identifiées, soit de manière homozygote, donc 2 mutations, d'emblée le diagnostic de mucoviscidose est très fortement suspecté. Une mutation, la seconde n'est peut-être pas retrouvée parce qu'elle ne fait pas partie des 30 mutations les plus fréquentes, et évidemment de surcroît 0 mutation. Si le seuil de la trypsine immunoréactive est douteux, eh bien en fonction de la présence ou non des mutations, s'il y a des mutations, on va faire le test de la sueur. S'il n'y a pas de mutation, donc 0 mutation, on va faire un contrôle à J21. Si à J21 le seuil reste positif, on peut s'engager directement vers un test de la sueur et confirmer le diagnostic de mucoviscidose en recherchant cette fois-ci de manière plus drastique des mutations parmi les mutations les plus rares. Évidemment, si le test se révèle négatif, on n'est pas dans un cadre de mucoviscidose typique. Dans toutes les situations, la présence d'une seule mutation sur le gène de la mucoviscidose va engager un conseil génétique. Si le sujet est atteint de mucoviscidose confirmée, eh bien ce sera une prise en charge de la maladie. Si le diagnostic est incertain, il y aura un suivi spécifique du patient pour voir si on n'est pas dans une forme atypique ou frustre. Concernant le test de la sueur, qui est réalisé environ à J15, la sueur contient normalement moins de 30 millimoles de chlorure, d'ion chlorure. Le test est pathologique si la valeur mesurée est supérieure à 60 millimoles. Il s'agit d'une valeur de chlore après induction par ionisation transcutanée, donc un petit appareil qui va fournir un petit choc électrique très faible, associé à la diffusion à travers un buvard présent dans cet appareil de pilocarpine, pour en quelque sorte augmenter la sécrétion des glandes sudoripares, et la sueur produite est recueillie pendant 30 minutes. C'est un test qui peut être ressenti de manière désagréable, il faut le savoir, par le très jeune enfant. Alors des arbres décisionnels complexes sont bien sûr étudiés, analysés par la Haute Autorité de Santé, l'objectif étant également d'évaluer le bénéfice coût versus risque, classiquement évalué dans tous les tests biologiques, cliniques en médecine.
Les différentes stratégies potentielles, c'est d'abord la stratégie de référence qui est appliquée en France, qu'on appelle la stratégie TIR-ADN, donc dosage de la trypsine immunoréactive et analyse moléculaire, portant sur 29 mutations du kit. La deuxième stratégie est une stratégie qui peut se décliner sous deux modalités, soit TIR-PAP, c'est-à-dire trypsine immunoréactive, protéine pancréatique, éventuellement trypsine réactive, protéine pancréatique ADN, avec ou sans méthode de rattrapage, par un dosage de la trypsine immunoréactive au 21e jour. Cette méthode de rattrapage, dosage TIR au 21e jour, étant appliquée lorsque l'on a intégré un test ADN, et notamment pour des nouveau-nés qui n'ont pas de mutation retrouvée au niveau du gène CFTR malgré une trypsine immunoréactive anormale. Le dosage, la valeur de ce dosage étant, le seuil de ce dosage étant de 100 microgrammes par litre. On voit donc les différentes stratégies sur les diagrammes. Je rappelle que la stratégie de référence en France est la stratégie TIR-ADN. L'analyse de ces stratégies a une certaine importance pour augmenter le nombre de cas diagnostiqués, notamment dans les formes non pédiatriques et après 18 ans en particulier, les formes modérées, ces formes, on va dire, à expression clinique unique que j'évoquais en début de présentation, avec des atteintes variées, des atteintes pulmonaires sévères, dès lors que la capacité pulmonaire, qui est mesurée par le volume expiré maximum seconde, est inférieure à 30%, ce qui est très abaissé, chez un patient qui présente par ailleurs aucun autre facteur de risque. Il faut évoquer la possibilité d'une atteinte de type mucoviscidose entre guillemets atténuée, je dis bien entre guillemets, puisqu'il s'agit souvent de pathologies sporadiques, certes, mais graves. L'importance du dépistage néonatal universel, reconnu maintenant depuis bientôt 20 ans, pose un certain nombre de questions. La première est: quel est l'impact de cette stratégie nationale sur le maintien de la capacité pulmonaire au plus long dans la vie? C'est-à-dire, est-ce que le fait de diagnostiquer de manière très précoce permettra aux jeunes patients et puis ensuite à la personne adulte de bénéficier d'une qualité de vie importante? La réponse est probablement oui, puisque on a vu que la survie médiane devient très importante pour atteindre des valeurs très significatives au-delà de la 5e décade. La deuxième chose, est-ce que l'identification des mutations de manière précoce peut permettre d'envisager des thérapeutiques ciblées? On ne parle pas de thérapie génique. La thérapie génique est un relatif échec dans le cadre de la mucoviscidose pour des raisons complexes, mais le développement plus récent de médicaments qui améliorent la capacité du canal chlore, du fonctionnement du canal chlore, a permis probablement de révolutionner la prise en charge de ces malades. Alors on voit que ces modulateurs du canal chlore, dont la molécule princeps est l'ivacaftor, sous le nom Kalydeco, a été, alors non pas ciblé sur des mutations, mais semble fonctionner pour une amélioration du fonctionnement du canal chlore sur notamment les mutations de classe 3 et un certain nombre de mutations de manière élective. L'association de l'ivacaftor avec le lumacaftor, une autre molécule qui va intervenir sur la régulation du canal chlore, semble être intéressante, importante sur les mutations delta F 508 homozygotes, ce qui est bien sûr très important, c'est plus de 50% des patients, et des patients hétérozygotes composites, c'est-à-dire portant la mutation delta F 508 et une autre mutation. Vous voyez à droite dans le tableau les âges potentiels d'intervention médicamenteuse conseillés dans ces thérapeutiques. L'ivacaftor, dont vous avez la structure chimique ici, potentialise de façon sélective l'activité du canal chlore CFTOR
Et in vitro, il a été démontré qu'il améliore le transport des ions chlorure en augmentant l'ouverture du canal CFTR. C'est donc un effet de prolongation de l'ouverture de certaines formes mutées du CFTR, mais pas de toutes. Donc le traitement n'est pas forcément efficace sur l'ensemble des patients présentant une mucoviscidose. L'association du lumacaftor et du livacaftor augmente à la fois l'activité de la protéine, mais la quantité à la surface cellulaire, puisque vous avez vu dans les classes mutationnelles qu'il existait à la fois des effets des mutations agissant sur la maturation de la protéine, c'est-à-dire le transport à la membrane, mais également sur le taux de production. Donc les deux effets combinés, quantité-qualité, vont bien sûr augmenter le transport des ions chlorure. Les mécanismes par lesquels le lumacaftor améliore la maturation et le transport intracellulaire de la protéine mutée delta F508 n'est pas très bien connu, mais il semble agir probablement en améliorant le transfert à travers le système de Golgi intracellulaire, le transfert à la membrane de cette protéine. La compréhension de la physiopathologie de la mucoviscidose, donc du fonctionnement du canal chlore-CFTR, est importante. Donc, mieux comprendre la maladie, c'est mieux la traiter. Je le rappelle, CFTR est membre de la famille des ATPases ou ATP Binding Cassette ou protéines A, B, C, et c'est la seule à posséder un domaine régulateur R activé par phosphorylation. On retrouve ici la structure disons 3 dimensions de la protéine CFTR, avec deux domaines transmembranaires à 6 boucles, ce qui représente 6 éléments, en fait 6 fois 2, 12 éléments transmembranaires, connectés par deux domaines NBD pour Nuclear Binding Domain, qui lient la molécule énergétique, l'ATP. Il existe un domaine de régulation R spécifique, donc riche en aminoacides chargés sur le plan ionique, et l'activation du canal s'effectue au niveau de la fosse de R, de la zone de régulation, par phosphorylation, et ensuite fixation de l'ATP au Nuclear Binding Domain. Vous voyez donc à droite dans le tableau, à nouveau les classes fonctionnelles des mutations. On a encadré en rouge la mutation la plus fréquente, la delta F508, mais ce que l'on peut voir, c'est que les thérapeutiques qui doivent être adaptées au traitement de ces patients doivent être également adaptées à la nature des mutations, à leur classe fonctionnelle, soit en augmentant la production de la protéine, soit en essayant de réparer des erreurs génétiques, soit en augmentant la capacité du canal ionique. Par exemple, dans la delta F508, le domaine NBD1 est déstabilisé, ce qui entraîne un défaut de transfert à la membrane, ce qui fait que l'action thérapeutique doit intervenir à la fois sur l'augmentation de la production, du transfert de la protéine à la membrane, mais également, bien sûr, du canal ionique dans son efficacité de conductance des ions chlore. Alors dans tout ceci, il ne faut pas oublier l'importance des effets modificateurs d'origine génétique et d'origine environnementale, comme dans toute maladie génétique. Alors quels sont ces facteurs modificateurs, qu'ils soient génétiques ou environnementaux? Il faut savoir déjà que l'implication relative des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux est probablement équivalente à 50%, 50%, d'après les données d'analyse phénotypique sur des jumeaux monozygotes. Cette expression de la variabilité de la maladie va s'effectuer essentiellement au niveau pulmonaire, mais il peut y avoir des différences également sur le système digestif. Sur le plan génétique, partie gauche de la diapositive, un certain nombre de gènes qui interagissent avec CFTR présentent des variations, donc des variants,
qu'on peut qualifier de pathogènes ou de variants polymorphiques discrètement pathogènes qui probablement modifient l'expression de la maladie. Par exemple, le gène SLC26A9 interagit directement avec CFTR et certains de ces allèles sont à risque accru d'iléus méconial et de diabète. Dans l'image qui est au-dessous, vous voyez, c'est un système d'analyse in silico des interactions protéiques, un certain nombre de gènes en interaction directe avec CFTR, et parmi ces gènes, SLC9A3, SLC6A14 ont des effets par des modifications de structure, de variants, et augmenteraient le risque de lésions pulmonaires dans la prime enfance avec une incidence accrue d'infections, notamment à Pseudomonas aeruginosa. C'est un certain nombre d'observations, donc un peu similaires aux études d'association, qui montrent ces variations d'expression phénotypique en fonction de variations d'expression génotypique dans des gènes codant des protéines d'interaction de CFTR. Sur la partie droite, c'est une certaine évidence. Les facteurs environnementaux sont essentiellement représentés par toutes les toxines que l'on peut ingérer, que ce soit par voie digestive ou respiratoire. Le tabagisme semble très important. C'est un facteur à prendre en compte. La pollution atmosphérique, notamment nanoparticulaire, toutes les variations climatiques qui peuvent modifier ces taux de pollution. Donc retenez que les facteurs modificateurs sont à la fois génétiques et environnementaux, comme dans toute maladie génétique, probablement à équivalence dans la mucoviscidose, avec pour les facteurs génétiques une analyse nécessaire en première étape des gènes codant des protéines d'interaction. C'est ce qui est fait dans beaucoup de maladies génétiques lorsqu'on recherche des gènes modificateurs. Le principe du gène modificateur, c'est effectivement de rechercher des gènes codant des protéines d'interaction directe, puis ensuite plus ou moins indirecte avec la protéine du gène qui nous intéresse. On peut donc résumer la physiopathogénie de la mucoviscidose au fait que ce gène, lorsqu'il présente des mutations délétères, quel que soit le type d'anomalie, on a vu qu'il y a 6 classes principales et une classe un petit peu poubelle d'anomalies d'expression ou du transport cytoplasmique de la protéine, va entraîner un dysfonctionnement du canal chlore, mais également bicarbonate. Ce dysfonctionnement va entraîner une accumulation de mucus par un processus de déshydratation du liquide de la lumière épithéliale, avec une conséquence qui est la bronchopneumopathie obstructive, qu'on appelle aussi BPCO, avec une évolution progressivement rétrograde des alvéoles et des bronchioles terminales vers les bronches moyennes, donc une atteinte d'abord distale, puis ensuite de plus en plus proximale, entraînant une bronchiectasie irréversible, avec bien sûr un état inflammatoire chronique et des infections opportunistes. On a vu qu'il y a un effet direct sur la régulation du canal ENaC, qui est le sodium channel, donc modifiant l'absorption du sodium et de l'eau, une diminution du transport du chlore et des bicarbonates avec une acidification du mucus et une déshydratation, une altération progressive du système ciliaire qui va contribuer naturellement à diminuer la capacité d'élimination des particules, qu'elles soient minérales ou infectieuses, des altérations biochimiques également des mucines, les mucines étant des protéines très importantes dans toutes les sécrétions d'épithélium. Donc la combinatoire de l'ensemble de ces effets est une inflammation chronique qui va durer durant toute la vie avec la survenue d'infections, et c'est le substratum de la mucoviscidose, tant dans son expression respiratoire que son expression digestive et même génitale, comme on l'a vu. Cette diapositive est issue de travaux, notamment de Garcia en 2009, mais d'autres travaux ont également suivi sur l'intestin dans le système murin pour mieux évaluer les modalités du transport ionique et du rôle
de CFTR, le gène de la mucoviscidose, en partenariat avec d'autres récepteurs membranaires ou canaux ioniques membranaires qui ont des rôles d'échangeurs. En fait, le bicarbonate est prélevé de l'espace séreux et transporté dans le lumen, donc la lumière intestinale, de manière dépendante de CFTR par la cellule entérocytaire. On peut présager que la même chose se déroule dans l'épithélium pulmonaire. CFTR va agir comme un canal HCO3- bicar pour transporter directement les ions bicarbonate et agit également indirectement en fournissant des ions chlore à la lumière, au lumen, qui est ensuite échangé contre du bicarbonate par des échangeurs qui fonctionnent à la fois sur les ions chlore et bicarbonate. C'est la structure violette qu'on voit sur la partie gauche du schéma, la membrane apicale. Les études rapportent que ces ions bicarbonate et ces FTR sont absolument nécessaires pour la sécrétion de mucine. La mucine, c'est un ensemble de protéines composant le mucus. Les auteurs proposent donc que la sécrétion de mucine, qui sont produites en phase initiale dans des granules de condensation, des granules de mucine, qui doivent se dissocier pour réaliser un mucus fluide. Ils doivent se dissocier rapidement des ions calcium et des protons, ce qui permet l'expansion, la désagrégation des granules de mucine et la formation d'une couche de mucus normale. On voit donc qu'en cas d'anomalie de transport du chlore et des bicarbonates, c'est probablement cette mauvaise dissociation des granules de mucus, des ions calcium et des protons qui explique l'épaississement, aggravé également par l'acidification de la lumière intestinale dans ce cas, qui explique donc cette augmentation de la densité du mucus et donc toutes les conséquences pathologiques que l'on connaît dans la mucoviscidose. Alors, conséquence de tout cela, le déficit fonctionnel de la protéine CFTR induit une inflammation et diminue la défense immunitaire. L'augmentation de la sécrétion et l'épaississement surtout du mucus dans un contexte très acide va avoir des conséquences indirectes bien sûr sur tous les systèmes de défense locaux, neutrophiles, macrophages, et diminuer la capacité de ces cellules à éliminer les bactéries avec bien sûr un risque de surinfection permanente par des germes qui ne sont pas habituellement retrouvés dans les pneumopathies du sujet normal. CFTR interagit avec plusieurs transporteurs anioniques, qui sont des protéines transmembranaires. On a vu tout à l'heure d'autres canaux ioniques, comme SLC26A9, étaient considérés comme des gènes modificateurs. TMEM16A en fait également partie, mais TMEM16A joue un rôle très important dans le degré de sécrétion quantitative des fluides dans la lumière intestinale ou la lumière alvéolaire pulmonaire, et la régulation de TMEM16A a une influence directe sur le degré de sécrétion de mucus. Donc un certain nombre d'auteurs ont travaillé toujours dans les systèmes murins en knockout de TMEM16A, c'est l'image histopathologique que l'on voit en bas de la diapositive et à droite. En réalisant un knockout de TMEM16A, on observe une augmentation importante de la sécrétion de mucus, d'où l'idée que l'inhibition pharmacologique de TMEM16A pourrait être une cible thérapeutique dans la mucoviscidose pour diminuer la quantité de mucus sécrété, en association bien sûr avec d'autres médicaments qui, eux, auraient un rôle dans la régulation du canal CFTR déficient. L'association de ces médicaments pourrait donc à la fois diminuer la production de mucus et à la fois fluidifier le mucus et donner en quelque sorte une situation normalisée chez les patients.